Alors Pascal, tu es donc, je te tutoie parce que tu es l'architecte conseil de l'État de notre direction régionale. L'Île-de-France bénéficie donc de tes avis et de ton regard particulier que nous sollicitons sur de nombreux sujets. Par exemple, l'insertion urbaine des infrastructures routières, car la direction des routes fait partie de notre direction, l'immobilier d'entreprise, la question de la végétalisation ou encore les écoquartiers. Et tes avis sont toujours passionnants, extrêmement précieux et appréciés. Et donc, je te laisse maintenant nous parler du paysage urbain. J'ai coupé les micros des autres. Alors, j'avais prévu un exposé que j'ai fait souvent sur l'espace public, qui recouvrait d'ailleurs des tas de choses qui ont déjà été dites. Donc, j'ai bien fait d'abandonner. J'ai abandonné parce qu'il y a 5 jours, on a parlé de la nature en ville avec nos collègues architectes et paysagistes conseil d'Île-de-France, et que, ayant été étonné et inquiet, je me suis dit que j'allais parler d'autre chose. Je vais vous parler de paysage urbain. En gros, il y a, pour faire vite, certaines questions que posait Sébastien Georgis sont pour moi des doutes sérieux, et certaines de ces petites inquiétudes sont pour moi de très grandes inquiétudes. Concernant le paysage urbain et concernant son éventuelle survie et sous quelle forme il survit. En fait, j'ai une seule question à me faire. C'est de là que je pars et c'est là que je vais revenir. Par Anna, j'ai eu vent d'une image qui était sur le site de Dupré-Henry, qui était la personne qui l'a précédé à son poste. Cette image étant elle-même venue d'ailleurs, enfin elle circule un petit peu, cette image. Ça se trouve sur le square de l'église Saint-Ambroise à Paris. Alors, je me suis demandé ce que c'était, et au début j'ai cru que c'était un chantier. C'est moi qui ai noirci le haut de l'image. Finalement, c'est pas un chantier, si j'ai bien compris, parce que je m'en suis inquiété qu'il n'y a que 2 jours. C'est une manifestation annuelle organisée dans le 11e arrondissement. Et en 2017, François Vauglin, maire du 11e, disait « La fête du jardin Truyot s'installe. Profitez des éclaircies après-midi pour cultiver ce petit jardin secret devant Saint-Ambroise. » Et je me suis dit, mais de quel jardin secret parle-t-il ? Quand même pas le tas de boue entouré par des planches que je vois sur l'image. Je me suis dit, un jardin secret, c'est, pour rester dans le même arrondissement, c'est par exemple rue d'Oberkampf, l'impasse des Figuiers. Mais ça, dans mon vocabulaire, dans le vocabulaire que m'ont enseigné mes parents, ça n'est pas secret, ça n'est pas un jardin, c'est rien. Alors, je me suis posé la question, mais c'est un élu. Alors, il ne faut pas opposer les élus et les citoyens, mais non, je pense que les élus ont plus raison que certains citoyens, et en la circonstance, je vais essayer de vous expliquer pourquoi l'élu, le maire du 11e arrondissement a raison et pourquoi moi j'ai tort. Ceci est un jardin secret dans la culture actuelle. Et pour ça, il faut faire le détour par le paysage. Je suis désolé, il y a une petite partie théorique
il faut, pour que le paysage existe, il ne faut pas le voir pour le croire, comme le disait l'apôtre, saint Thomas en la circonstance, il faut le croire pour le voir. C'est-à-dire, il faut croire que c'est un jardin secret pour voir un jardin secret. Et d'une certaine manière, le paysage urbain, il faut le croire pour le voir. Alors, il y a une partie théorique, mais avant, il y a une jolie petite expérience en pensée, en tout cas en de visu, une expérience que vous allez faire avec moi. Je cherchais une image, j'avais en tête, pour parler de l'invasion automobile, j'avais en tête le stade de Milwaukee, publié par l'International situationniste en 1959. Je cherchais l'image du stade de Milwaukee en meilleure définition que celle de l'exemplaire de l'International du situationniste que j'avais. Finalement, je suis tombé sur le Dodgers Stadium de Los Angeles, publié dans Live, qui était en très bonne définition, et je me suis dit que c'était encore mieux. C'était un tout autre sujet, hein, c'était un exposé sur les voitures. Et puis, cette image qui était très démonstrative, on voit d'immenses parkings autour d'un tout petit stade, et au milieu du petit stade, il y avait 18 gus qui couraient derrière une baballe. Et puis, il y avait quelque chose qui m'embêtait dans la construction de cette image. Après que je l'ai trouvée, après même peut-être que je l'ai présentée une première fois, quelque chose me gênait. Le stade avait l'air d'être sur un monticule. Et j'ai compris mon trouble en renversant l'image. Vous voyez, le live est mis à l'envers, en haut à gauche. Et tout d'un coup, le stade reprend sa forme. C'est-à-dire qu'il y a bien, on voit les coins du stade. Ici, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. On voit les deux bords du stade. On voit. Oui, on voit ta flèche. On voit les tribunes du stade. Enfin, quand on met l'image à l'envers, elle est compréhensible. Et je me disais, mais c'est formidable. Je reviens sur l'image originale de Live. Voilà une image qui a été vue par des dizaines de rédacteurs, par 2 ou 3 photographes, par des imprimeurs. Hein. À l'époque, il y avait des dizaines et des vingtaines de personnes qui regardaient une image avant qu'on l'imprime. Et personne n'a vu que l'image était à l'envers. C'est arrivé dans la même ville, à New York, à un bateau de Matisse, qui a été exposé à l'envers pendant une petite semaine. Mais là, avec tous ces gens, il y avait quelque chose comme un trouble de la conscience qui ne faisait pas comprendre que cette image était à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, les gens n'avaient pas regardé l'image, n'avaient pas cherché à la reconstruire, comme on l'a reconstruit dans sa version à l'endroit. Donc, cette expérience pour vous dire que on ne voit pas forcément ce qu'on voit, mais il arrive qu'on voit ce qu'on veut voir et qu'on croit voir plutôt qu'on ne voit. Bon, c'est banal ce que je dis. Je vais le prolonger par un court extrait. Théoriquement, il est plus long dans le premier exposé que j'avais fait sur le paysage urbain, sur la base d'une image de Carl Friedrich, grand paysagiste. Quelques propos d'Alain que je vais vous lire. Tout est anticipation dans la perception des choses. L'idée naïve de chacun, c'est qu'un paysage se présente à nous comme un objet auquel nous ne pouvons rien changer et que nous n'avons qu'à en recevoir l'empreinte. Ce sont les fous seulement, selon l'opinion commune, qui verront dans cet univers étalé des objets qui n'y sont point. Je passe sur la suite. Examinons bien. Cet horizon lointain, je ne le vois pas lointain. Je juge qu'il est loin d'après sa couleur, d'après la grandeur relative des choses que j'y vois, d'après la confusion des détails et l'interposition d'autres objets qui me le cachent en partie. Ce qui prouve qu'ici je juge, c'est que les peintres savent bien me donner cette perception d'une montagne lointaine en imitant les apparences sur la toile. Mais pourtant, je vois cet horizon là-bas, aussi clairement là-bas que je vois cet arbre clairement près de moi.
et toutes ces distances, je les perçois. Que serait le paysage sans cette armature de distance? Je n'en puis rien dire, une espèce de lueur confuse dans mes yeux, peut-être. Au fond, c'est pas naturel de considérer que ce qu'on a sous les yeux est un paysage. Je ne dis pas que des gens ne voient pas, ne reconnaissent pas, ici un arbre, un cheval, une grange, un clocher, une ville, un moulin, un étang, de l'herbe ou un ciel, encore que les Grecs n'avaient pas de couleur pour désigner la couleur du ciel. Mais d'une certaine manière, c'est pas donné de dire que ceci est un paysage. Quelqu'un peut voir exactement la même chose et n'y voir pas la même chose. J'entends, tout le monde y voyait un cheval, un moulin, un clocher et tout ce qui s'ensuit. Mais voir un paysage, regarder un paysage, ça suppose d'une certaine manière renoncer à en voir tous les détails dans un premier temps et supposer que ces choses-là iraient ensemble. Un peu comme en ce moment, je suis là en train de regarder les objets qui sont sur ma table. Je me dis que c'est en désordre, mais que ce n'est pas grave parce que vous ne voyez pas ma table. Mais à aucun moment, je ne dis ce que j'ai sur ma table est un paysage. Ça n'est pas un paysage. On peut voir tout ce qu'on a sous les yeux sans le considérer comme un paysage. En la circonstance, le paysage apparaît comme mot et comme concept. Il n'y a pas de mot avant le XVe siècle en Hollande et en Allemagne, avant le XVIe siècle en Italie et en France, si tant est que l'Italie et la France existent au sens où on en parle aujourd'hui. Il y a donc quelque chose qui se passe avant le paysage. Il y a quelque chose qui se passe dans l'ordre de la représentation du monde avec le paysage. Il y a des choses qui se passent dans le paysage. Et, c'est l'hypothèse que je vais développer, il peut y avoir des choses qui se passent après le paysage. Alors, avant le paysage, je n'ai pas le temps de le dire, de l'expliquer, mais il y a non seulement des événements dans la représentation antique, mais il y a du paysage. Il y a des représentations de jardins, il y a des représentations de villes. Vous trouverez des tas de choses intéressantes à ce propos dans Anne Coquelin, l'invention du paysage. Il y a du paysage, mais du paysage idéalisé. De la même façon, dans les cultures asiatiques, il y a du paysage, mais toujours du paysage idéalisé. Au Moyen-Âge, en Europe, on est dans ce que j'appelle avant le paysage. C'est-à-dire que vous avez une scène, en la circonstance, les rois mages visitent Marie et son jeune rejeton, et puis il y a des notations qui nous disent où nous sommes. Nous ne sommes pas loin de Jérusalem, à droite. Nous sommes pourtant dans la montagne, à gauche. Enfin, nous sommes dans une campagne avec un arbre et des rochers. Ces choses-là sont des informations très utiles à la compréhension de la scène, mais je dirais, elles ne sont pas objets de notre regard, si ce n'est comme signe. Alors, il y a un moment où les choses se passent avec le paysage. Et en la circonstance, nous sommes ici à Genève, ou pas loin de Genève, face au Salève, dans ce qui est considéré, surtout en Suisse, comme le premier paysage réaliste peint, en tant qu'il y a un paysage qui est réellement là. On a vérifié que ce paysage est très réaliste. Hein, le Salève ressemble précisément au Salève, et on peut supposer même que le bout de ville à droite ressemble précisément au bout de ville. Notez que ça n'est pas le sujet du tableau. Il y a une attention portée à cet avec-là, mais le sujet du tableau, c'est un mélange bizarre, mais commun dans la peinture préclassique, d'une pêche miraculeuse et de Jésus marchant sur l'eau. En définitive, quand on a le cadre complet, il marche sur les graviers devant. Ce qui... Et puis, il y a Saint-Pierre qui lui dit, comme dans l'histoire, tu as tort, elle est bonne. Mais ces mélanges de deux histoires concaténées ne sont pas rares.
Mais donc, il y a bien une histoire, mais avec l'histoire, ou plutôt l'histoire est avec un paysage qui est un paysage réel, qui est le paysage dans la circonstance du Mont Salève et du lac de Genève. Avec le paysage et avec un grand soin, le paysage est peint dans cette représentation du bon et du mauvais gouvernement qui est d'Ambrogio Lorenzetti. Pascal, juste une petite chose. Il y a ta chaise qui fait du bruit, si tu pouvais juste… Ah, pardon. Alors, je vais changer de chaise. Ta chaise, elle grince et ça parasite un peu. Oui, tu as raison, tu as raison. En même temps, c'est la façon qu'ont les chaises de s'exprimer. Hein. Je pense que celle-ci fait moins de bruit. Après tout, parlons des chaises. Donc, ici, nous avons les effets du bon gouvernement avec une campagne bien gérée et une ville imaginaire également fort bien gérée avec tous les commerçants, les artisans et la bonne entente entre les gens. Nous sommes dans un paysage soigné, beaucoup plus soigné qu'un siècle ou deux avant. Hein. Nous sommes ici dans la pré-Renaissance, nous sommes en 1338. Mais nous y sommes. Ici, nous sommes presque dans un paysage réaliste, mais si on regardait bien, en fait, le paysage réaliste ne l'est pas tant que ça. Il y a une ville céleste à droite et une ville humaine à gauche que regardent les deux petits personnages qui sont en arrière de la scène, et la scène, en la circonstance, c'est un saint qui est en train de dessiner la Vierge et l'enfant. Alors le paysage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, va arriver ce grand moment, ce moment où le mot est inventé dans les différentes langues européennes, où le paysage va être nommé et où des paysages vont être peints en eux-mêmes. J'ai enlevé Jésus, j'ai enlevé les auréoles des saints, et nous voilà dans un paysage où évidemment il y a des hommes, mais ce ne sont plus les sujets de l'histoire. Nous sommes toujours avec Witz, l'auteur de cette toile. Aujourd'hui, Witz, qui est un mot difficile à porter, ça veut dire blague en allemand. Bonjour, Jean Blague. Enfin, en la circonstance, ça n'est pas Jean Blague, mais c'est Conrad. Conrad Blagueur. Conrad le Blagueur. En fait, Witz, à l'époque, et surtout un demi-siècle avant, désignait plutôt l'esprit, l'intelligence, en tant qu'elle est acquise, plus qu'innée, la vivacité d'esprit. Donc, c'était plutôt un nom flatteur. Quoi qu'il en soit, ici, nous sommes véritablement, même si j'ai trafiqué l'image pour ça, dans un paysage, un pur paysage. Alors, des purs paysages architecturaux, notamment, il y en a assez rares dans la première Renaissance, disons en 1500, comme ici à une ville idéale à Urbino. Il y a du paysage, je suis désolé pour mes confrères qui savent ça par cœur, hein, mais j'ai supposé qu'il n'y avait pas que des confrères architectes ou paysagistes dans cette affaire. Ici, vous êtes en face du premier éclair représenté par Giorgione, dans une scène où, d'une certaine manière, le sujet n'est certainement pas la femme qui allait de son enfant, ni le probable berger qui a de l'autre côté de la toile, mais véritablement le paysage. De la même façon, il n'y a pas d'histoire véritablement significative chez von Paul Brill dans ces ruines romaines. Ce sont les ruines qui sont le sujet même de la toile. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus d'autre histoire que la vie quotidienne dans un cadre, en la circonstance un cadre ruinesque. Pas plus d'ailleurs avec Peter Bruegel qu'il n'y a véritablement d'histoire, à part le fait que j'allais dire les Hollandais, que les Flamands font du patin à glace quand l'eau est gelée. L'histoire importe beaucoup moins et ne vaut que comme scène de genre dans un magnifique paysage d'hiver. Idem à Delft, où alors là, pour le coup, il ne se passe franchement rien. Et idem à Venise, qui va être
au XVIIIe siècle la capitale de ce qu'on appelle le védoutisme, c'est-à-dire la peinture de paysages urbains. Je passe un peu vite sur le paysage naturel, mais j'y reviendrai. Je vais passer vite sur la place de la Seigneurie parce que je voulais expliquer ce qu'est une forme et une contre-forme, pourquoi c'est les bâtiments qui font la place. Ça a été très bien expliqué ce matin. Ici, je montre comment non seulement on est conscient de la qualité du paysage urbain, mais quand on fait des statues qui sont en rouge sur le petit plan que vous voyez en haut à gauche, et quand on place les statues comme ça, c'est à la fois pour avoir une statue dans l'axe de ce bout de place, des statues alignées qu'on va voir ici et qu'on voit dans plusieurs représentations, dans un alignement de statues qui nous oriente vers la galerie des offices. C'est-à-dire qu'il y a non seulement une claire conscience des peintres quand ils représentent le paysage, mais il y a une claire conscience des architectes qui, faisant la ville, faisant des statues, faisant des mobiliers, sont parfaitement au fait des effets plastiques que ça va produire dans la ville. Idem à Saint-Marc, je ne m'attarde pas pour dire plus longtemps que ça, que c'est l'architecture qui fait le lieu et que d'une certaine manière les sols suivent, ainsi que les grandes pointes rouges, vifs, sur lesquelles sont empalés les pigeons. J'invente parfois. Alors, parlons de ce qui se passe après le paysage. Grande période paysagiste. C'est paradoxal de parler d'après le paysage en commençant par les impressionnistes. Il n'y a pas eu de plus grand paysagiste. En gros, l'impressionnisme, mais peut-être même toute la peinture moderne, c'est l'histoire de citadins, et plus précisément de Parisiens, qui partent à la campagne. Voilà. Ils partent à la campagne. Et pourquoi j'ai plus la Grande Jatte? Moi, c'est dommage, vous aviez l'île de la Grande Jatte de Claude Monet et pas celle du pointilliste. C'est pas grave. Alors, ce sont des grands campagnards, des grands peintres du genre paysage campagnard. Je vous en montrer un, il a sauté, tant pis. Comment Pissarro et comment les autres vont parler de la ville et de quelle ville ils vont parler. Ils vont parler d'une ville dont Leonardo Benevolo nous dit qu'elle est régie par des principes classiques, mais que l'extension énorme des nouveaux espaces et le trafic qui les encombre empêchent de les percevoir comme des perspectives architecturales. Les différents espaces perdent leur individualité et se fondent les uns dans les autres. Les façades des maisons deviennent un arrière-plan générique. Et le mobilier urbain que l'on distingue au premier plan, les bancs, les kiosques, les arbres, prend davantage d'importance. Le flux des piétons et des véhicules, qui changent continuellement, transforme la ville en un spectacle toujours renouvelé. La ville cesse d'être déterminée par l'architecture qui est devenue un arrière-plan générique et elle devient, je dirais, le grand plateau sur lequel les choses se passent. Et alors, chez Monet, boulevard des Capucines, c'est évident. La ville, c'est ce bruissement, c'est cette foule, c'est ces arbres, tandis que l'architecture elle-même, qui était si présente dans les vues que je montrais à l'époque classique, l'architecture devient cet arrière-plan générique dont nous parle Benevolo. Idem, boulevard des Capucines, les ballons rouges, les kiosques, les fiacres, les gens, les arbres, c'est l'espace public. Et les maisons, l'architecture, l'enveloppe de l'espace public a beaucoup moins d'importance qu'il n'en avait à l'époque classique. Même chose, alors je n'ai pas le temps de parler des grands architectes modernes, c'est bien dommage. Les grands architectes modernes, plus encore que les impressionnistes, peignent très très peu la ville, très rarement la ville. Braque, le Picasso, c'est pas la ville. Même quand ils peignent une ville
Guernica, par exemple, on se croirait à la campagne. C'est étrange, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais c'est très intéressant ce rapport des plus modernes des peintres à une ville qui ne se donne pas à voir et qu'ils ne donnent pas à voir. Pour reprendre avec des peintres moins importants, Georges Bilot, par exemple, va nous montrer l'espèce de saturation de l'espace public. Bon, ben, la ville, on la voit quand même, c'est des immeubles, c'est mine de rien, c'est des immeubles qui se voient. C'est difficile de ne pas les voir. Mais c'est un arrière-plan générique par rapport à la foule qui se déploie au premier plan. Et pourquoi j'ai plus de... attendez une seconde. Alors, là, il faut quitter la faute, il faut quitter la peinture, parce que d'une certaine manière, ceux qui parlent le mieux et qui montrent le mieux les nouveaux paysages, ça va être les photographes, comme ici Denis Hopper. C'est pas aucun rapport avec notre Hopper, qui est aussi quelqu'un qui représente bien la ville. Même photo quasiment, mais moins bonne, chez Robert Venturi, qui découvre les mêmes paysages. Mais enfin, regardez, c'est beaucoup mieux là. Ça part dans tous les sens, il y a un strabisme divergent. Il y a un paysage décomposé avec des voitures. La voiture rentre, après que la montagne est rentrée dans le paysage au 19e siècle, la voiture rentre dans le paysage. Vous allez me dire, la montagne, elle n'est pas rentrée dans le paysage, elle était là depuis toujours. Oui, la montagne était là depuis toujours, mais elle est rentrée dans le paysage, on s'est mis à la peindre au 19e siècle, très très peu avant, sauf en lointain. Vous voyez, le Salève, on le voit, mais le Salève est loin. La montagne, y être au cœur, c'est beaucoup plus tardif. Et la voiture, elle ne rentre pas tout de suite. Hopper la fait rentrer, Venturi la montre, Hooper, les deux Hopper la montrent, mais la voiture, elle rentre dans le paysage pas forcément au moment où elle apparaît dans le monde. Elle devient un des personnages centraux, le seul personnage de certaines villes chez certains peintres hyper réalistes. Elle devient véritablement le centre de la composition chez les peintres hyper réalistes. Alors, j'avais une photo d'épandage agricole et puis je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous montre ? Je ne dis pas que c'est du paysage, je dis qu'est-ce qu'on nous montre. On nous montre de l'épandage agricole. Je suis désolé que l'image est sautée. On nous montre des paysages de tours et de bars. Notez que ce sont des paysages très verts. La ville verte est là dans les années 60. La ville verte est inventée dans les années 50 et 60. Elle est dans toutes les notices de présentation de l'architecture moderne et de l'urbanisme moderne. La ville verte et ses joies essentielles, c'est pas moi qui le dis, c'est Le Corbusier. L'autre ville verte qu'on nous montre, qu'on nous offre, qu'on produit, c'est le tissu pavillonnaire. Et la ville verte qu'on nous produit aussi, c'est la ville des infrastructures. Enfin, les quartiers d'affaires sont moins verts, mais enfin, ils sont bleutés quand même. Hein. Mais surtout, vous voyez que la ville moderne, au fond, est elle aussi l'arrière-plan générique de ce qui se passe réellement d'important sur l'esplanade de la Défense, à savoir la fête de Noël. La fête de Noël, en définitive, est la part de ville, d'animation urbaine, de gens, de choses, de commerce et d'échanges qui subsistent dans la ville moderne, qui est dans les centres commerciaux extraordinairement encombrés par des voitures, par des panneaux, par des candélabres. Ici, nous sommes près de chez moi, à Plan de Campagne. Bref, on a offert aux gens pendant 30 glorieuses années ce que Télérama, il y a 10 ans, appelait la France moche.
Et face à cette France moche, il y avait des lieux préservés qui étaient les centres historiques. En la circonstance ici, une publicité du centre historique de Rome dans le centre historique de Paris. La publicité étant faite par Martin Parr et le centre de Paris étant principalement fait par Eiffel et par Imhotep. Alors, face à ce qu'on n'ose plus appeler du paysage, à ce qu'on pourrait appeler de l'environnement, il y a des réactions. Face à... Alors, des réactions ou des actions, hein. En la circonstance, Alphand n'est pas en réaction contre le Paris haussmannien. Il le fait. Mais il le fait en comprenant que les éléments mobiliers, les éléments plantés, les arbres, les grilles d'arbres, les bancs publics, sont essentiels dans un environnement urbain qui n'est plus déterminé par ses façades, ou dont les façades sont si loin qu'elles ne fonctionnent que comme arrière-plan générique. Il y a des critiques virulentes. Je ne reviendrai pas sur l'opposition entre la ville en plot et la ville verte de Le Corbusier et le centre historique qui a été pointé, je pense, alors qui a été pointé en 1967 par les situationnistes, et je crois qu'ils étaient parmi les premiers à dire que le trop-plein de vide qu'il y avait autour des plots modernes tuait la possibilité d'une rencontre, d'un croisement, d'une sécurité, et que c'était seulement dans la ville traditionnelle, et dans les villes qu'eux-mêmes proposaient, par ailleurs, que la ville pouvait, dans la rue, rester un lieu de rencontre. Je ne m'attarderai pas sur Colin Rowe, parce que ça a également été dit, qui montre que dans la ville traditionnelle, ce qui avait une forme, c'était l'espace public, c'était le blanc, et que dans la ville moderne, ce qui a une forme, c'est le noir, c'est-à-dire c'est les bâtiments. Ce qu'on voit peut-être encore mieux quand on fait le négatif, le noir à gauche, à Parme, c'est l'espace public, et le vide à Saint-Dié, projet, hein, Saint-Dié en projet, il n'a aucune forme. La seule chose qui a une forme, c'est le bâti. Je passe sur des interventions sur la spécialisation des centres, avec le Stroget on va dire le Stroget, hein. Stroget, ça doit être quelque chose comme ça. Je passe sur le fait que cette grande artère centrale à Copenhague a été probablement la première rue piétonne. La voici en 90, en 1890, en 1954. Et puis, en 1962, pendant une journée, on décide de fermer cette rue qui est devenue très encombrée et pratiquement impraticable aux voitures. Et c'est formidable, tout le monde est content, et on va piétonniser la rue. Et elle va le rester jusqu'à nos jours. Il se trouve que la personne qui a piétonnisé cette rue, aujourd'hui, confesse qu'il n'aurait pas dû la piétonniser, il aurait seulement dû restreindre la circulation automobile. Mais enfin, ça fait partie des grands exemples du moment où l'espace public redevient quelque chose d'agréable, de fréquentable par des gens qui marchent à pied. Je montre alors, je pourrais en montrer 1000, mais je montre un bel espace public. Ça tombe sur Michel Courajou. Il y a dans les années, dans la fin du XXe siècle, et un peu plus tard, jusqu'en 2010 en gros, il y a une grande entreprise de nettoyage des sols et des mobiliers de la ville classique et de la ville médiévale, et de la ville de la Renaissance, enfin de la ville pré-industrielle. Il y a une entreprise de nettoyage des villes existantes, et il y a une entreprise d'urbanisation neuve, avec des principes de rue, de place. Ici, nous sommes à Amsterdam, toujours à Amsterdam, des principes de ruelles, avec des beaux arbres, qui nous font penser, je dirais, de 2000 à 2010, que
l'espace public redevient quelque chose de fréquentable. Il y a moins de voitures dans les rues, il y a des formes urbaines constituées. D'une certaine manière, on a le sentiment, à mon avis, erroné, mais je me suis rendu compte très tardivement que c'était un sentiment erroné, d'un retour à la forme urbaine. Parce que, pourquoi c'est erroné, ce sentiment, et pourquoi non seulement on n'a pas gagné, je dis nous, parce que globalement, les architectes soucieux de ces choses-là avaient un sentiment de plaisir de voir les rues qu'ils avaient dessinées et aménagées devenir des lieux d'animation. J'en ai une sous les yeux, là. Enfin, non pas là sur l'image, mais j'en ai une sous les yeux par ma vitrine, un espace que j'ai aménagé. J'ai enlevé les voitures, j'ai fait passer un tramway. C'est super. Il y avait un bar, il y en a 6 maintenant. Enfin, c'est super, jusqu'à 10h du soir. Toujours est-il que cette ville, qui a été réparée, qui a été réellement réparée, je dirais, de Barcelone 1985 à Paris 2010, la ville a été réparée, elle a été apaisée, ça a été formidable. Mais face à ça, il y a eu, suite à ce qui avait été fait précédemment, et il y a encore, et plus encore après le Covid est un amplificateur des tendances, une sorte de dégoût de la ville. Le dégoût, il est illustré ici par un photomontage et ici par une toile de quelque chose dont vous vous souvenez, hein, c'est la ville idéale que je montrais tout à l'heure. Et ça, c'est la ville idéale repeinte par Karl Lobin, qui est né en 1947. Dégoût de la ville, et ça ne suffit pas de haïr la ville, en la circonstance Londres. Hein. D'une certaine manière, dégoût de la végétation et des plantations urbaines, et méconnaissance, ignorance crasse des jardins. Les gens de ma génération ont tous des arrière-grands-parents ou en la circonstance des grands-parents qui avaient un potager. Et c'est vrai que tant que j'étais dans la vie active jeune, pré-retraité, avant ma retraite, même si je reste actif, je m'adressais à des décideurs qui avaient un grand-père ou une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui avait un potager. Aujourd'hui, on parle à des gens qui ne savent pas ce qu'est un potager. En tout cas, qui ne savent pas le faire. Et on parle des artistes qui ne savent pas le peindre, contrairement à Van Gogh. Prenons probablement le plus grand, j'allais dire le seul, non, mais le plus grand, incontestablement, dessinateur underground américain, Robert Crumb, né en 1943. Une courte histoire de l'Amérique. Robert Crumb, c'est vraiment à regarder. Il a regardé Hopper, par exemple. Il a regardé toutes les phases de la dégradation du paysage américain. Et puis, à la fin de ce comic strip publié en 79, il montre 3 images. Il dit, il y a un futur possible, c'est ça. Il y a un autre futur, c'est ça. Et il y a un 3e futur, celui qu'il voudrait, qui est une sorte de bouillie de nature en ville ou de ville en nature. Et alors, on voit ici quelqu'un qui a une extraordinaire culture graphique de ce que fut et de ce que furent les paysages américains et qui, d'une certaine manière, a pour seul horizon la même bouillie que celle que je présentais en début. C'est une inquiétude pour moi qui se redouble pour une image qui a une importance pour moi, c'est une image de Brice Lalonde, qui était à l'époque président des Amis de la Terre et qui a massacré Paris
qui a massacré Paris, il n'y a pas autre chose. Il a planté des arbres partout, il a mis des plantes grimpantes sur des immeubles haussmanniens, enfin, je veux dire, des dirigeables. C'est une des raisons, alors c'est important pour moi, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai cessé de militer aux Amis de la Terre. C'était pas possible de défendre une juste cause avec des gens qui veulent massacrer Paris. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas sur la bonne image. Et c'est pas les bonnes images. Alors il faut dire, j'en veux pas aux jeunes générations qui, d'une certaine manière, n'ont jamais aimé l'architecture qu'on leur proposait et qui n'ont aimé l'architecture que quand elle était en arrière-plan de la nature, ou en tout cas des parcs. C'est dommage, vous ne verrez pas la communauté de Christiania. Je me suis vautré en enlevant des images, je suis désolé. Vous verrez par contre l'hésitation dans le quartier, l'écoquartier de l'écoquartier merde, je ne connais que lui, Fribourg, qui hésite entre quelque chose qui est dérivé d'ailleurs des petites baraques de Christiania au Danemark, et puis la forme urbaine dure, on va dire. De la même façon, dans un écoquartier parisien, les docks de Saint-Ouen, on hésite entre une partie très végétalisée et une partie très dense, parce qu'on est quand même à Paris, tout près de Paris, il faut de la densité, mon petit gars. Donc la densité, on en fait, mais d'une certaine manière, dans les représentations publicitaires et chez les photographes qui vont photographier l'écoquartier, on va mettre en avant la végétation et on va mettre l'architecture en arrière-plan. On met en arrière-plan très lointain et très évanescent chez les perspectivistes de l'architecture, alors que le premier plan, c'est les gens qui mangent dans l'herbe. C'est toujours les Parisiens qui vont manger à la campagne. On n'a pas trop changé. Toujours ce premier plan fleuri, dans les écoquartiers, alors avec des moutons, bien sûr, il y a des moutons. Et d'une certaine manière, il y a des perspectives qui sont encore plus explicites que ça. C'est les perspectives qui nous montrent simplement la disparition de la ville. C'est-à-dire que l'aménagement d'espaces publics, les arbres, les plots, le cycliste, il faut un cycliste, une voiture quand même, parce que le cycliste, de temps en temps, il est automobiliste. Tout ça est balancé comme un premier plan très générique. Et la ville, en arrière-plan, idéalement, disparaît. Elle devient fantomatique, elle n'existe plus, et l'espace public qui était, à l'époque classique, entièrement déterminé ou principalement déterminé par l'architecture, eh bien, l'architecture n'y est plus. D'une certaine manière, l'architecture disparaît entre les joncs, avec des tours si petites qu'elles sont plus petites que les fleurs de jonc. Alors, j'en ai fini bientôt. J'ai moins peur des fantaisies de Caillebots auxquelles personne ne croit, pour ce qui concerne le quartier latin ou pour ce qui concerne la rue de Rivoli, il y a encore une image qui a sauté, j'avais un radeau des cimes au Laos en 2012. J'ai moins peur de ça que de l'exaltation de la canopée. La canopée qui est utilisée en ce moment beaucoup par les paysagistes qui veulent planter en pleine terre, ils ont raison. Ils ont raison de vouloir planter en pleine terre, mais quand même, le mot canopée est une image fortement connotée, même si ça désigne en général le haut des arbres, les cimes. Ça vaut surtout pour les grandes et hautes forêts équatoriales ou amazoniennes. Et la canopée, nous y sommes. Une de ces images a déjà été montrée dans les projets de la ville de Paris. Alors, là aussi, il ne faut pas trop avoir peur, quoi. Il ne faut pas trop avoir peur parce que, les ABF, ça a été dit, vont être un peu réticents.
Si ça se fait, ça deviendra un tas de boue, mais au sens propre du terme, et puis finalement de la terre sèche en été, et ça sera enlevé dans 3 ans, si ça se fait. Donc, d'une certaine manière, ces images ne mangent pas de pain, elles sont génériques, elles sont tellement génériques que celui qui a fait la Perse n'a même pas mis de bordure entre le sol dur et le sol mou. C'est-à-dire, ça existe, hein, des fondus enchaînés du sol dur et du sol mou, mais en plein Paris, avec des talons aiguilles, c'est une vue de l'esprit. Donc, d'une certaine manière, c'est peut-être des choses que nous n'aurons pas. Ce que nous avons déjà, c'est pas seulement la fête du jardin, j'ai oublié, du jardin Truyot. C'est en face du jardin Truyot, parce que ça, c'est une fête qui va et qui vient. En face du jardin Truyot, il y a un espace vert qui a été créé. Et il n'y a pas seulement qu'un espace vert. J'ai découvert ça ce week-end, hein, donc je ne suis pas très documenté sur le sujet. Ceci est une percée. Il y a eu des percées haussmanniennes. Ceci est une percée qui a été, si j'en crois la cartographie aérienne de Paris sur Google Earth, qui a été créée entre 2014 et 2016. Je suis sûr qu'il y a des Parisiens dans la salle virtuelle qui savent quand ça a été fait, par qui, par quoi. C'est une percée. Mais au contraire d'Haussmann, qui, quand il perçait, suturait la ville nouvelle avec la ville ancienne. Ici, les murs pignons de la ville ancienne, on est en face, on est dans le jardin Truyot, là. On est en face du tas de boue. Eh bien, ça a été arraché et les pignons qui n'ont jamais été faits pour être vus deviennent le cadre architectural d'un jardin. C'est un jardin qui a du succès, hein, parce que les gens, après qu'on leur a mis la pire architecture du monde, détestent l'architecture, ne la voient plus. En sorte que ça a eu un succès pendant les travaux et ça a un succès après les travaux. Et je peux vous garantir que la plupart de ces gens ne voient pas les murs pignons. C'est une insulte au bon sens, ces murs pignons. C'est-à-dire que, à part ici, à droite, où vous avez, où vous avez un bâtiment qui donne sur l'espace public avec une grille un peu foireuse, on nous laisse des murs pignons qui étaient des limites entre deux parcelles, qui n'étaient pas des murs pour voir, qui étaient des murs mitoyens. Et on les laisse là, comme si ça n'avait aucune importance. Eh bien, je vais vous dire, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance en ce sens que les gens qui passent ici ont une telle haine, à mon avis justifiée, de l'architecture qu'ils ne la voient pas. C'est ça. C'est pour ça que je vous expliquais la constitution du paysage. Le paysage, c'est ce qu'on croit avant qu'on le voit. Et c'est les choses qu'on ne voit que quand on le croit. Eh bien, il y a une masse importante de Parisiens, pas tous, qui croient si peu en l'architecture qu'ils ne la voient plus dans le paysage urbain. Le paysage urbain est ramené à quelques monuments, en la circonstance, une petite église sympathique, mais pas exceptionnelle, et des plantes mises en vrac. Alors évidemment, qui va s'en donner à cœur joie? Les taggeurs. Mais d'une certaine façon, ou bien il n'y a plus de paysage, ou bien plus vraisemblablement, ce qui me semble, c'est que le paysage urbain aujourd'hui, dans Paris comme à l'extérieur de Paris, va être de plus en plus végétalisé et que l'architecture va y être escamotée. C'est-à-dire, ce mur-là n'intéresse personne et n'est vu par personne, parmi tous ceux qui se réjouissent enfin d'avoir une pelouse qui sera desséchée quand on aura 1 degré ou 2 degrés de plus à Paris. Il y a une disparition de l'architecture dans la ville, qui a l'air paradoxale, mais en tout cas, parce que franchement, le bâtiment ne disparaîtra pas. Mais l'architecture, en tant que c'est un bâtiment qui se voit, est une espèce en voie de disparition dans Paris. Alors que
l'espace public des védoutistes a été par excellence déterminé par l'architecture, je crois que l'espace public va rester, mais va rester sans l'architecture. Est-ce qu'il est encore temps de reconstruire une culture des campagnes et une culture urbaine? Je ne sais pas. Je sais que cette culture n'existe pratiquement plus et je sais qu'il est extrêmement difficile de reconstruire une culture architecturale. Donc, d'une certaine manière, je pense que l'espace public, si espace public il y a encore, est un espace public dont les protagonistes, dont un grand nombre de protagonistes veulent que cet espace public puisse se passer de l'architecture, ce qui est déjà le cas, même dans Paris. Voilà. Ah, mais on m'entend plus? Si, on t'entend parfaitement. J'avais juste coupé les autres micros. Merci infiniment, Pascal, de cette présentation absolument passionnante. Est-ce que tu peux couper ton screen share pour revenir? Oui, moi, screen share. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. Là, on a vu quoi vraiment un cours formidable. Non, mais c'est super. Bon, alors avec une vision qui t'est propre et voilà, et qui peut faire, qui pourra donner lieu à des réactions. Mais je pense que c'est extrêmement important ce sur quoi tu alertes.